Nous sommes le 18 janvier 2023 et on va faire un petit point sur certains événements de l'actualité internationale qui m'ont paru marquants. Alors bon, évidemment, on va commencer par le malheureux accident d'hélicoptère. Bon, alors, un hélicoptère s'est écrasé à Kiev sur une école. Trois enfants qui se trouvaient dans l'école à ce moment-là seraient morts et plus 15 personnes à l'intérieur de l'hélicoptère qui n'ont pas survécu. L'hélicoptère a été complètement détruit et s'est écrasé sur le bâtiment. Voilà, c'est tragique. Bon, ça aurait pu être encore pire si le crash avait eu lieu une heure plus tard, puisque l'école en fait ne comportait à ce moment-là que quatre enfants et des enseignants. Et malheureusement, trois ont été victimes de l'accident. Mais si une heure plus tard, l'école aurait été remplie d'enfants, et là, on n'ose pas imaginer le drame qui se serait produit. Enfin, c'est déjà dramatique, hein, mais là, ça aurait été vraiment effrayant. Alors, à l'intérieur de l'hélicoptère se trouvait le ministre de l'Intérieur. C'était l'hélicoptère du ministre de l'Intérieur qui, a priori, d'après les informations que nous ont données les autorités ukrainiennes, se rendait sur le front avec son hélicoptère. Et donc, l'hélicoptère s'est crashé sur cette école. Pourquoi ce crash? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, pour l'instant, c'est difficile de le savoir. Évidemment, tout de suite, bon, dans la sphère un peu pro-russe, des rumeurs ont couru que c'était la défense antiaérienne ukrainienne qui avait descendu l'hélicoptère. Pourquoi pas? Ça reste possible. Moi, je n'y crois pas parce qu'a priori, d'après les informations qu'on a, l'hélicoptère volait très bas, très bas. Il y avait beaucoup de brouillard, ça on peut le voir sur les images après le crash. C'est possible qu'il y ait eu un accident, l'hélicoptère aurait accroché quelque chose et aurait terminé sa course sur un immeuble. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi un attentat, hein. Ça peut être aussi un attentat interne. D'ailleurs, je crois que les autorités ukrainiennes n'excluent pas non plus cette possibilité. Donc une erreur de pilotage, pourquoi pas un attentat, pourquoi pas, voilà, il pourrait y avoir aussi, voilà, ça pourrait être aussi un tir de Manpad, de missiles autoportés qui aurait visé l'hélicoptère. Un tir venant de qui? On ne le sait pas, hein. Enfin, peut-être d'opposants au régime, etc. On ne sait pas, hein. C'est tout à fait aussi possible. D'autant plus que certains témoignages sembleraient le confirmer. Il y aurait des témoins qui auraient vu l'hélicoptère en flammes avant de s'écraser. Qui commençait à avoir des flammes sur l'hélicoptère avant que celui-ci ne s'écrase au sol. Ça reste des témoignages, on ne sait pas vraiment encore ce que ça vaut. C'est difficile de se prononcer. Accident, tir de manpad. Bien évidemment aussi on ne peut pas exclure les la défaillance mécanique de l'hélico. Alors on sait que, voilà, c'est une info aussi, on sait que la France a vendu à l'Ukraine en 2018 tout un stock, je crois une cinquantaine d'hélicos, je crois HS-225, c'est le nom du modèle de cet hélicoptère. Ces hélicos ont été retirés totalement du service à l'international, je crois que c'est des hélicos de fabrication canadienne, que la France avait acheté pour sa sécurité civile et qui n'ont jamais été utilisés parce que suite à un accident en Norvège d'un de ces hélicos, d'un modèle donc HS-225, qui aurait causé 13 morts, les autorités aériennes ont décrété que cet engin avait des défauts et ne pouvait plus voler, était voilà, dangereux. Alors la France s'est débarrassée 2 ans après de ces hélicoptères en les refourguant pour pas cher, hein, vraiment à un prix défiant toute concurrence aux Ukrainiens en 2018, hein, bien avant le conflit. Hein, donc cette livraison donc d'hélicoptères venant de France
à l'Ukraine, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais est-ce que c'était... déjà, on ne sait pas quel était le modèle de cet hélicoptère. Certains ont parlé d'un Super Puma, d'autres, on ne sait pas. Mais enfin, ça pourrait être aussi un de ces hélicoptères censés être défectueux, vendus dans des conditions un peu étranges par la France, hein. Donc, bien sûr, les médias en France n'ont pas du tout parlé de cette vente. Voilà, bon, enfin, toutes les théories sont possibles. Actuellement, à l'heure actuelle, quelques heures seulement après le drame, on ne peut pas vraiment savoir, mais on est tous vraiment, enfin moi, je suis abattu parce que des enfants ont été victimes de cet accident, enfin, accident entre guillemets, et c'est triste, et même si elles sont loin de nous, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes, que ce soit les enfants ou les gens qui étaient dans l'avion, même si, bon, le ministre de l'Intérieur ukrainien n'était pas forcément dans mes proches amis. Mais voilà. Donc, on va pas changer de sujet. Alors, on apprend que le Pentagone va donc transférer 300 000 obus de 155 mm d'un vieux stock qui était en Israël depuis la guerre des 6 jours, depuis 1973. Donc c'est vraiment des vieux obus, un gros stock de 300 000 quand même, hein, qui était donc dans les entrepôts en Israël depuis presque 50 ans, depuis 50 ans. Donc bon, voilà, ils vont être donc livrés donc à l'Ukraine. Paraîtrait-il donc l'accord a été déjà est révélé maintenant, mais aurait été déjà signé depuis l'année dernière, hein. Et la moitié du stock est déjà en Europe, prêt à être livré à l'Ukraine via la Pologne. Alors Israël s'inquiète de la dégradation de ses relations avec la Russie, à juste titre, hein. Moi je mets en lien, dans mon esprit, je mets en lien donc cette livraison d'obus donc à l'Ukraine avec la vente de Sukhoi 35, des avions donc russes de la dernière génération, à l'Iran, ce qui n'avait jamais eu lieu avant. Et donc, moi, j'interprète cela comme une riposte russe à cette livraison, donc, une riposte contre les Israéliens, à cette livraison donc d'obus à l'Ukraine. Alors, 300 000 obus, c'est énorme, hein. Ça correspond à peu près au stock des armées européennes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, bon, voilà, l'Europe est complètement dépourvue. L'Europe n'a pas grand-chose à livrer. Alors bon, en ce moment, la Finlande, la Pologne mettent la pression sur l'Allemagne pour qu'elle accepte les livraisons de Léopard 2, les tanks Léopard 2 allemands. Donc, ce sont des chars lourds, hein. Donc bon, l'Angleterre devrait livrer 14 chars lourd aussi de son arsenal. Bon, des chars Challenger, mais enfin, dans l'armée de terre britannique, certains hauts gradés se plaignent, hein, que ça risque d'affaiblir l'armée britannique, évidemment. Ça. Donc bon, voilà, en ce moment, voilà, on pousse vers la guerre, toujours plus d'escalade, toujours plus d'escalade dans le conflit. Où ça peut nous mener, tout ça? Malheureusement, plus de morts, plus de victimes, on l'a vu ce matin, évidemment. C'est de toute façon l'accident donc d'hélicoptère de ce matin est directement lié à tout ça, à cette guerre et au fait qu'on l'alimente en permanence du côté occidental. Donc voilà, bon, bah, c'est pour en revenir hein, donc à Israël et la Russie. Des rumeurs couraient comme quoi il y aurait des possibles frappes israéliennes sur l'Iran suite au changement de gouvernement, avec la nouvelle administration Netanyahou avait l'intention de frapper le sol iranien, des cibles iraniennes, donc sur le territoire iranien. Donc si en face il y a des Sukhoi 35, ça va être beaucoup plus compliqué pour les Israéliens. Voilà, donc à mon avis tout ça est lié. Et c'est à suivre. Alors après sur le terrain, bon bah, on a Soledar, le groupe Wagner annonce que la mine de sel numéro 7, dont j'avais parlé dans la précédente vidéo,
serait sous contrôle donc, des troupes de Wagner. J'ai eu quelques images, beaucoup de victimes parmi les soldats ukrainiens. Ouais, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, Denis Pouchiline, donc le chef de la République de Donetsk, a parlé de plusieurs milliers d'Ukrainiens morts dans la bataille de Soledar. La bataille dans l'ensemble, évidemment, pas uniquement la mine numéro 7. Ça paraît beaucoup, mais c'est crédible, on peut le dire. Donc une petite localité, donc très proche de Soledar, qui est restée sous contrôle ukrainien, Sol, qui est une gare ferroviaire en fait. Sol, ça veut dire sel, hein, c'est la gare du sel. Donc une ville qui est Soledar, comme son nom l'indique, Sol, Soledar, c'est une ville qui est sur une mine de sel, donc la gare Sol a été prise par les troupes de Wagner aussi. Et bon, donc actuellement, toute l'agglomération de Soledar est sous contrôle russe, hein, a priori. Après, sur Bakhmut, alors on a annoncé la prise du village de Kleshevka, qui se situe au sud de Bakhmut. Donc les troupes russes avancent. Donc là, la possibilité d'encerclement se précise, hein, encerclement total au niveau opérationnel de Bakhmut, Artemiovsk hein, pour les Russes. Donc on sait qu'on a appris aussi que les troupes ukrainiennes auraient tendance à s'enfuir un peu, hein, à déserter devant l'avance des Russes. On sait que sur Soledar, c'est un peu ce qui a permis aux troupes russes de Wagner de prendre la ville assez rapidement, ce que je ne m'attendais pas à voir, hein. J'en avais parlé dans la précédente vidéo, je pensais que ça risquait d'être une bataille assez dure et longue, et puis finalement Soledar est tombé très vite. Pourquoi? Parce que les troupes ukrainiennes ont refusé d'obéir aux ordres, hein. Une partie, une partie, hein, pas toutes, mais une partie des troupes qui occupaient Soledar ont refusé d'obéir aux ordres, ont refusé d'aller mourir pour rien en fait. Et donc on se sont enfuis vers l'arrière. Bon. On va avoir des problèmes aussi, hein. Les bataillons de représailles Azov et néo-nazis les attendent, mais bon. Et voilà, c'est ce qui se passe aussi, paraît-il, sur Bakhmut, donc à suivre. La chute de Bakhmut, à mon avis, n'est plus qu'une question de temps, mais bon, c'est une ville importante. Et même si les autorités du Pentagone, non pas du Pentagone d'ailleurs, de la Maison Blanche ont décrété que finalement c'était une ville qui n'avait pas d'importance stratégique, tout comme Soledar, c'était deux localités sans importance stratégique. Le gouvernement ukrainien, Zelensky, continue d'envoyer des troupes pour, pour, protéger, pour défendre Bakhmut. Bon, c'est un peu contradictoire tout ça, mais voilà, on peut pas en savoir plus. Voilà, et puis sinon, bon voilà, un dernier sujet, je voulais parler donc d'Arestovitch, Alexei Arestovitch, le conseiller spécial en communication de Zelensky, qui a démissionné suite finalement donc, à sa déclaration à propos du missile russe qui est tombé sur un bâtiment à Dnipro, ou Dniepropetrovsk, pour les Russes. Donc à Dnipro, donc ce missile qui est tombé, causant sur un grand bâtiment d'habitation et causant, je crois, 41 victimes à déplorer, 41 morts et de nombreux blessés. Donc vraiment une catastrophe, hein, quelque chose de tragique. Et donc ce missile aurait, selon Arestovitch lui-même, qu'il a donc avoué sur une chaîne, dans un programme retransmis sur une chaîne YouTube assez célèbre, avec beaucoup d'abonnés, plusieurs millions d'abonnés. Donc Arestovitch avait déclaré que le missile avait été touché par la défense antiaérienne ukrainienne et conséquemment s'était écrasé sur un immeuble. Et pour cela, cela a soulevé la fureur des autorités ukrainiennes, et en particulier du maire de Soledar, bon, voilà, Arestovitch a foutu en l'air, pour parler clair,
l'opération de relations publiques, de propagande du régime pour discréditer la Russie, pour dire, et qui a été reprise évidemment par LCU et tous les médias BFM et compagnie en France. Les Russes ont volontairement tué des civils, les Russes visent des civils, c'est un génocide, enfin bon voilà, toute une propagande complètement farfelue, puisque les Russes n'ont aucun intérêt à faire cela, les Russes ne visent pas les bâtiments civils. Ce missile visait la centrale thermique qui se trouve derrière la cité donc, où le bâtiment a été touché. Cette centrale thermique se situe non loin de là, était la vraie cible donc, de ce missile. Bon, comme l'a dit Arestovitch, il a été touché par un missile antiaérien ukrainien, et malheureusement le drame s'en est suivi. Bon, il aurait peut-être mieux valu qu'il atteigne sa cible, la centrale thermique, il n'y aurait pas eu de victime, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà, et alors donc du coup, Arestovitch a été obligé de démissionner, alors pourtant c'était un personnage très important, hein, le principal conseiller, un des principaux conseillers en tout cas de Zelensky. Il a été obligé de donner sa démission, et au revoir Alexei Arestovitch. Bon, pour une fois qu'il disait la vérité, évidemment, ça lui a coûté cher. Voilà, voilà, bon écoutez, on a fait le tour. Je vais j'en profite pour remercier Nicolas. Nicolas, merci à toi, merci pour ton soutien. Ça me touche beaucoup, c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Et merci Nicolas. Et puis un petit mot pour mon ami François du Guesclin, hein, alias du Guesclin, sans qui ces vidéos n'existeraient pas. Et merci à toi pour ton soutien aussi, parce qu'il a été précieux. Et quoi qu'il arrive, tu restes le parrain de cette chaîne, de ce blog. Merci. Merci à vous. Et donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens sous la vidéo, Twitter, Facebook, etc. Les plateformes alternatives aussi, Odyssey, Rumble. Donc, vous pouvez trouver tous les liens. Aussi, n'oubliez pas de suivre, si vous êtes sur Twitter, de suivre le compte de Jacques Frère, le meilleur, pour savoir tout sur l'activité sur le front, en détail. Moi, je vous fais des résumés très succincts, mais si vous voulez plus de détails, vous allez voir Jacques Frère sur Twitter. Vous avez le lien, pareil, en description de la vidéo. Et je vous dis salut, à bientôt pour la prochaine vidéo.